La partie 2 de zonulin et la perméabilité intestinale va discuter la perméabilité et les maladies systémiques jusqu'à les nouvelles stratégies thérapeutiques. Les maladies qui sont associées avec zonulin, vous avez des maladies auto-immunes comme les maladies inflammatoires intestinales, Crohn's, la colite ulcéreuse. Il y a la maladie cœliaque, bien connue, et aussi le diabète de type 1 et les autres maladies auto-immunes. Il y a des problèmes dans le système nerveux, par exemple sclérose en plaques, qui, avec beaucoup d'études récemment, démontrent que c'est probablement aussi auto-immune. Et il y a des cancers qu'on ne va pas discuter aujourd'hui. On sait que 1 dans 6 Américains ont une forme de maladie auto-immune et 1 dans 14 Américains ont la maladie auto-immune de la thyroïde. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup de significance. Quand on parle de la pathogénèse de l'auto-immunité, la théorie conventionnelle, depuis longtemps, c'est de dire qu'il y a toujours un problème génétique. Il y a des petites anomalies dans la perméabilité intestinale préexistante. Il y a des individus avec un génotype HP21 ou 22, ou par exemple avec les cœliaques, ils ont beaucoup plus de HLA, DQ2 ou DQ8. Alors ça, c'est un problème génétique. Si vous allez jumeler ça avec des problèmes dans l'environnement, ça veut dire une exposition aux antigènes intraluminales et ou des bactéries. Le résultat, c'est des facteurs pathogéniques qui sont maintenant là, et ça, c'est nécessaire ou commun dans les maladies auto-immunes. Ça, c'est la théorie conventionnelle. Ce qu'on a aujourd'hui avec la nouvelle théorie, c'est que vous avez la prédisposition génétique, ça reste la même. Vous avez le déclencheur environnementaux, et ça va causer une maladie auto-immune. Mais maintenant, il y a une troisième chose, qui est maintenant une triade. Et ça, c'est perturber de fonction de barrière intestinale. Et quand on peut rétablir la fonction de barrière intestinale, il y a maintenant la possibilité de moduler ou inverser le processus auto-immune. Ça, c'est très intéressant et important parce que maintenant, on peut dire que c'est cette troisième chose qui nous donne la possibilité de dire qu'il y a un rôle important pour le zonulin, parce que zonulin est une protéine qui peut moduler les jonctions serrées. Alors, ce qu'on va faire pour quelques minutes, on va discuter quelques exemples de les maladies auto-immunes. On va commencer avec la maladie cœliaque. Et on sait que dans la structure de la protéine gluten, dans le gluten qu'on trouve dans le blé, il y a 2 protéines qui sont importantes, le gliadine et le gluténine. Les 2 ensemble vont créer gluten. Et ces 2 protéines sont toxiques pour les patients avec la maladie cœliaque. Et quand on regarde les effets de les peptides qui sont dans l'alpha-gliadine, ça c'est dans l'étude de Fasano, mais ça vient de beaucoup d'études où ils ont découvert toutes les parties qui sont alpha-gliadine, c'est ça que vous voyez ici, et on voit qu'il y a certains peptides, par exemple la région en rouge, qui donnent une activité cytotoxique à le corps. Il y a des régions en vert qui vont causer une libération de les récepteurs de CXCR3, comme on a démontré tout à l'heure, chez les patients avec la maladie cœliaque, et finalement une libération de zonulin et le changement de perméabilité intestinale. Ça, c'est très important parce que ça démontre qu'il y a une partie de alpha-gliadine qui peut stimuler le changement dans
le zonulin et les jonctions serrées. Alors, on va mettre un focus maintenant sur les fragments de gliadine. On voit ça en haut à gauche, où on voit qu'il y a des fragments qui vont entrer dans le lumen de l'intestin et peut causer maladie cœliaque. Comment? Mais vous avez la prédisposition génétique, comme on a déjà discuté ici, c'est beaucoup plus de les HLA, les récepteurs, qui vont se jumeler beaucoup plus avec les fragments de gliadine. En plus, vous avez les déclencheurs environnementaux dans le gluten et, troisième, la barrière intestinale qui fuit. Alors, ça laisse les macromolécules, ces antigènes d'entrer, et avec ces trois, vous avez maintenant la possibilité ou la probabilité d'une réaction qu'on voit avec la maladie cœliaque. L'effet de fuite de gliadine et zonulin, mais c'est beaucoup plus long et prononcé, beaucoup plus que 5 fois dans les entérocytes, dans les cœliaques que dans les contrôles. Les cœliaques produisent 30 fois plus de zonulin que les non-cœliaques et 3 fois plus de grande perméabilité intestinale. Ça veut dire, comme ça dit dans le journal de gastro-entérologie scandinavienne, le gliadine active la signalisation de zonulin et avec ça, ça va créer une perméabilité intestinale accrue à des macromolécules parce que c'est quand les macromolécules entrent qu'on a la vraie situation avec la maladie cœliaque. Alors, la cause de l'augmentation de zonulin est effectivement l'hyperperméabilité intestinale. C'est quoi? C'est le gliadine qui est dans le régime alimentaire et la prolifération d'organismes nuisibles comme bactéries dans l'intestin grêle, le dysbiosis fongique ou prolifération de candidats et les infections parasitaires. Alors, les patients qui souffrent de les maladies cœliaques, quand la gluten est retirée de l'alimentation, ce qui arrive, c'est très intéressant. Le taux sérique de zonulin va diminuer. L'intestin reprend la fonction de barrière. Ça veut dire que c'est réversible. Le titre d'auto-anticorps sont normalisés, ils vont tomber, et la processus auto-immune et les lésions intestinales qui sont le résultat biologique de la processus auto-immune guérit complètement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui démontre un changement dans la manière qu'on pense les problèmes dans l'intestin. Alors, zonulin dans l'intestin grêle, si on voit l'immunohistochimie avec les contrôles relativement à la maladie cœliaque, on voit qu'il y a quelques zonulines qu'on voit sur la surface dans le lumen d'intestin, mais avec les maladies cœliaques, on voit beaucoup plus de zonulin, pas juste dans le lumen, mais aussi dans le lamina propria, dans le système, dans l'autre côté de les cellules. Alors, ça va pénétrer le corps. Ça, c'est central à la pathogénèse. Il faut l'avoir. Et c'est en raison de l'immunodéfiance innée qui va conduire à un accès inapproprié de non-autogènes à le tissu lymphoïde qui est dans la région de l'intestin. Et dans les patients avec, par exemple, Crohn's, qui sont asymptomatiques, ils n'ont pas les symptômes à ce moment-là, ils ont déjà une augmentation de la perméabilité intestinale qui précède cette rechute jusqu'à un an. 1 an avant, vous avez déjà un changement dans la perméabilité. Alors, ça nous dit qu'il y a un défaut dans la perméabilité. C'est un événement précoce dans l'exacerbation. Vous avez après ça les cytokines
qui vont perpétuer la perméabilité accrue, mais ça commence avec le changement de perméabilité. Alors finalement, quand on parle de la pathogénèse, on parle avec un défaut de la barrière intestinale qui est probablement causé par une activation de zonulines. Et à cause de ça, il y a une augmentation de la perméabilité intestinale. Ça va occasionner une inflammation. Et avec cette inflammation, il y a les cytokines qui vont commencer à avoir leur effet, interféron, interleukine, beaucoup d'autres productions de protéines. Et c'est cette production qui va réorganiser les protéines de la jonction serrée. Et à cause de ça, il y a plus d'augmentation de perméabilité et vous êtes maintenant dans un cercle vicieux. Sclérose en plaques. Dans les années récentes, on a déterminé qu'il y a différents types de sclérose en plaques et presque 30% de les patientes avec sclérose en plaques rémittente, rechute ou progressive secondaire, ils ont ce problème de zonuline qui est élevé. Et dans beaucoup de ces cas, c'est 2 fois que contrôle. Et en plus, quand vous avez une rémission de, par exemple, le sclérose en plaques, vous avez zonuline, les niveaux de zonuline comparables à les contrôles. Ça veut dire que c'est réversible. Diabète. Quand on regarde le diabète, ce qu'on voit, c'est effectivement la même chose. On voit que le taux de zonuline dans le sérum avec les personnes avec le diabète de type 1, si c'est la personne qui souffre de la problème ou c'est dans la famille, si vous regardez ici, vous allez voir que les deux sont beaucoup plus hauts que les contrôles. C'est la même chose si vous faites la test de lactulose mannitol. C'est la même affaire, vous allez voir que c'est beaucoup plus haut que les contrôles. Ça veut dire qu'il y a un sous-groupe des personnes avec le diabète qui aura augmentation de la perméabilité intestinale qui est dépendant en zonuline avant apparition de la maladie. Encore une fois, avant qu'on voit la maladie, on a déjà un changement de perméabilité. Très intéressant. Et la perte de la fonction de la barrière intestinale secondaire à une augmentation de zonuline peut basculer tolérance à l'immunité dans les non-auto-antigènes. Finalement, avec le diabète, la réponse auto-immune peut être théoriquement arrêtée ou inversée si l'interaction entre les gènes de prédisposition auto-immune et déclenchés sont empêchés ou éliminés. On peut l'arrêter ou inverser. Ensuite, pour les maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, rétablir la fonction de la barrière intestinale représente une stratégie thérapeutique alternative qui est valable et, je pense, innovante. Il y a d'autres maladies, par exemple, dans la dermatite herpétiforme. Ça, c'est une expression dans la peau de la maladie cœliaque. Et si on veut le différencier de la dermatose linéaire qui démontre des problèmes similaires, il y a un test de perméabilité. C'est une façon non invasive et simple à différencier des problèmes de dermatite herpétiforme de les problèmes de dermatose linéaire. Dermatose linéaire ne va pas causer un changement de perméabilité intestinale. Pour les personnes avec obésité, on voit qu'il y a un niveau de sérum, de zonuline dans le sérum qui est plus haut qu'avec les personnes qui sont normales. Et on trouve maintenant que c'est un nouveau marqueur potentiel qui est associé avec l'obésité dans les micro-inflammations systémiques. Le niveau élevé de la circulation zonuline peut moduler les jonctions serrées intercellulaires dans ces sujets qui sont obèses.
Alors, la forte croissance de la microbiote intestinale dans les personnes qui sont obèses, c'est la consommation d'énergie élevée par les obèses qui est associée avec leur consommation de gras élevé. Il y a une augmentation de la perméabilité intestinale chez ces personnes et c'est un effet de les habitudes alimentaires inappropriées de longue durée. Alors, on sait que la nouvelle théorie, c'est le triade de prédisposition génétique, déclencheurs environnementaux et maintenant la nouvelle, la fonction de barrière intestinale. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces renseignements dans un usage clinique? Ce qu'on veut faire quand on fait un test de dépistage de perméabilité intestinale, c'est d'identifier et mesurer la perméabilité intestinale aux macromolécules qui causent l'hyperactivité du système immunitaire. On veut identifier la route prise par la barrière intestinale et, comme c'était écrit par Dr. Isabella Wetz, la détection et l'élimination de la perméabilité intestinale devrait être la première question abordée dans tous les cas de auto-immunité. Alors, le test de dépistage, c'est bon pour les patientes avec le suivant. Les patientes qui ont plusieurs plaintes de symptômes comme maux de tête, migraines, les troubles mémoire, faible énergie, anxiété ou dépression, c'est sûr, les reflux acides, ballonnements, gaz chronique ou constipation, et toutes les intolérances alimentaires ou les vraies allergies, les maladies auto-immunes diagnostiquées ou le nombre de cellules immunitaires abnormales. Alors, quand on fait un test de perméabilité intestinale, c'est quoi le dépistage primaire? La première chose qu'on veut déterminer, est-ce qu'il y a dommage à la jonction serrée? Et pour ça, je propose que c'est le sérum zonuline qui est très important et qu'on voudrait tester. Après ça, il y a plusieurs tests secondaires. Si on veut vérifier le dommage de la perméabilité ou le dysbiose, on veut aussi faire des tests pour le lipopolysaccharide bactérien qu'on peut voir avec le IgG A et M dans le sang parce qu'il devrait être constaté dans le sang. D'habitude, c'est seulement dans l'intestin où on trouve ces anticorps. Quand ils sont dans le sang, on sait qu'il y a probablement un dommage de la perméabilité. Si on veut voir le dommage de les cellules épithéliales, on peut faire un test aussi de actine-myocine, le IgA dans le sang. Si on veut vérifier la perméabilité généralisée, on peut faire le test d'urine de 6 heures qui est bien connu depuis longtemps, lactulose mannitol. C'est un sucre non métabolisé et comme on sait, normalement, ce n'est pas détecté dans l'urine. Et quand c'est là, c'est non spécifique et il faut savoir que c'est pas bien corrélé avec perméabilité de macromolécules. Et c'est cette perméabilité qui est très importante exprès dans les problèmes auto-immunes. Les autres tests secondaires sont de inflammation allergique, si on veut vérifier s'il y a vraiment une inflammation comme ça, et la capacité à diminuer cette inflammation. Il y a 2 tests. Un, c'est pour les histamines, pour indiquer s'il y a une inflammation. Et numéro 2, le test qui est aussi bien connu, le diamine oxydase, DAO. Ça veut dire que c'est ça qui va changer et décomposer le histamine. Alors, si le DAO est faible ou s'il y a beaucoup de histamine, c'est sûr qu'il faut le traiter avec certains changements de diète et avec les suppléments. Et dernièrement, le risque de développer une maladie inflammatoire est aussi causé par les problèmes génétiques, la HP1, ça veut dire la haptoglobine 1, et de ces allèles. C'est un test de real-time PCR et avec ça, on peut vérifier s'il y a une corrélation avec le risque de développer la maladie auto-immune.
Alors, avec tout ça, ça nous donne la possibilité de les nouvelles stratégies thérapeutiques. Ce qu'on veut, ça, c'est de rétablir la fonction de la barrière intestinale. Et on sait qu'il y a maintenant des études cliniques pour un produit, un acétate de la razotide. C'est un inhibiteur de zonuline. C'est un produit qui peut prendre la place de zonuline sur les récepteurs, sur les entérocytes, pour laisser zonuline avoir un effet. Et à cause de ça, on peut empêcher la perte de la fonction de barrière intestinale ou aussi empêcher l'apparence d'anticorps et l'apparition de la maladie. Alors imaginez, ça c'est la possibilité, ça donne la possibilité de pré-traitement avec la razotide pour protéger contre les maladies intestinales inflammatoires, la maladie cœliaque et la diabète. Très excitant. Et on peut utiliser le chemin de zonuline pour faciliter la livraison d'agents thérapeutiques et antigènes à travers de plusieurs barrières épithéliales et endothéliales. La même chose qui cause les macromolécules d'entrer dans le système pour causer des problèmes, on peut utiliser pour ouvrir les jonctions serrées et entrer des médicaments dans le tractus gastro-intestinal, la voie respiratoire et aussi la barrière hémato-encéphalique. Alors, ça, c'est le zonuline et la perméabilité intestinale. Ici, vous avez l'été à Montréal, des fenêtres de ma maison. Non, on n'a pas l'hiver tous les 12 mois. On a 4 saisons et Montréal est belle toutes les 4 saisons. Alors, merci beaucoup et c'est zonuline et perméabilité intestinale.